Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insubmersible. Aujourd'hui, je tends le micro à Emeline, maman solo pendant les premières années de vie de son fils. Elle nous raconte avec franchise les défis, la solitude, les jugements, mais aussi l'amour immense et le lien fort qui l'ont portée. Emeline, c'est la voix de toutes celles qu'on oublie trop souvent dans les discours sur la maternité. Si vous vous êtes déjà senti dépassée, jugée, seule, cet épisode va résonner fort. J'espère que son témoignage vous aidera à vous sentir un peu mieux et vous donnera aussi peut-être l'envie, à votre tour, de rendre visible l'invisible parce que c'est vraiment comme ça, qu'ensemble on peut briser les tabous et se soutenir entre mères, entre parents. Bonne écoute! Salut Emeline, je suis ravie de t'accueillir au micro d'Insubmersible aujourd'hui. Ensemble, on va parler d'une réalité dont on parle peu, mais qui touche beaucoup de mamans, celle d'élever son enfant seul. En France, les familles monoparentales représentent environ 25% des foyers avec enfants et dans plus de 80% des cas, ces familles sont dirigées par des mères seules. J'ai regardé un petit peu plus les chiffres et du coup en 2019, on dénombrait environ 1,5 million de mères célibataires en France et c'est un chiffre qui a pratiquement doublé en 30 ans. C'est énorme. Toi, tu t'es retrouvée seule pour élever ton fils alors qu'il était encore tout petit et tu vas nous partager ton vécu, ton chemin et ta force aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de lever le voile sur cette réalité qui résonne fort chez de nombreuses femmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter de la façon dont tu le souhaites? Bonjour Alicia, merci beaucoup. Je suis super contente d'être là avec toi et avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet. Donc, moi, je m'appelle Emeline, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un garçon de 11 ans et je suis en famille recomposée. Donc, on s'est séparés très tôt après la naissance de mon fils avec son papa et on a chacun refait notre vie de notre côté. Et je suis chef d'entreprise depuis 1 an. Je veux valoriser les femmes dans leur maternité. C'est ce que je fais avec mon entreprise. Voilà, globalement, ce que je peux dire de moi. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? Comment est-ce que tu es devenue maman solo? Bon, en fait, moi, je suis de Bretagne à l'origine et le père de mon fils est militaire. Donc, on a été mutés de la Bretagne dans les Alpes-Maritimes. Donc, on a traversé la France. Quelques mois plus tard, donc, je suis tombée enceinte. Ça faisait quand même 5 ans qu'on était ensemble. Donc, c'était pas tout récent. C'était pas faire un enfant sur un coup de tête non plus. Donc, on s'est connus, on avait 20 ans. Et finalement, donc, j'étais quand même très souvent seule pendant ma grossesse. Je me souviens avoir fait plusieurs échos avec soit une amie qui venait avec moi ou ma mère, etc. Parce qu'il était absent malheureusement. Donc après, mon fils arrive et la première année de vie de mon fils, j'étais quand même assez seule. On va dire qu'il était absent 6-7 mois de l'année, son père. Ça se passait relativement bien parce que je vivais en caserne, il y avait quand même un petit peu d'entraide. Et j'ai pris quand même, on va dire, 8-9 mois de congé parental pour m'occuper de mon fils. Donc c'est vrai que j'étais pas en train de jongler travail, gestion de la maison, etc. Et après, en fait, on va dire que nos chemins se sont un petit peu écartés. Comme on se voyait pas souvent, le fait de devenir parent, parce qu'on est en couple depuis 5 ans, on se connaît, on a 20 ans. En 5 ans, nous-mêmes, en tant qu'individus, on change. Et après l'arrivée d'un enfant, en fait, on se connaît pas, on sait pas quel parent on va être, on s'est jamais posé de questions sur l'éducation, enfin, sur toutes ces questions-là. Et en fait, on s'est éloigné petit à petit. Et on a pris chacun des chemins différents, on avait chacun des visions différentes, et finalement, l'amour s'en va. On s'est séparés, mon fils avait 18 mois. Jusque-là, honnêtement, ça se passait bien. Enfin, j'avais pas de soucis particuliers, et pourtant, j'étais quand même très seule à m'en occuper. Donc la séparation, donc moi, je déménage. Je prends un appartement sur Grasse, hein, moi j'étais. Donc les loyers sont très chers ici dans le 06. J'avais un travail, je gagnais 1 300 € à l'époque. On va dire qu'il me restait, à la fin du mois, une fois toutes mes charges enlevées, il me restait 100 balles pour faire mes courses, mettre mon essence, enfin rien quoi. Et là, en fait, mon fils, alors je sais pas si c'est l'âge, les 18 mois, à l'approche des 2 ans, etc., ou si c'est aussi la séparation qui a fait ça, mais son comportement a changé radicalement. Et en fait, je me suis retrouvée avec des journées où je travaillais forcément. Enfin, j'avais un loyer à payer. Avant, en caserne, on n'en avait pas. Les horaires de la nounou qui correspondent plus trop forcément. Après, l'entrée à l'école, où pareil, il faut être à l'heure pile à l'école, sinon on nous appelle ou on nous menace de mettre notre enfant au commissariat le plus proche. Enfin, une pression énorme. Des horaires de travail qui forcément ne correspondaient plus trop non plus avec ces nouvelles horaires. Et un enfant qui fait crise sur crise du matin au soir, qui ne veut pas venir chez moi, qui préfère rester chez son père, parce que toute sa vie, il a connu cet environnement.
Et c'était très dur, en fait, parce que dès le matin, en fait, de la première minute où il se levait le matin, tout était une crise. Manger était une crise, s'habiller était une crise, aller dans la voiture était une crise, sortir de la voiture devant l'école était une crise, le déposer au portail était une crise. Le soir, il fallait que je me speed du travail, j'avais une demi-heure de route pour revenir. Le récupérer à l'école, crise. Le mettre dans la voiture, crise. Arriver à la maison, la douche, crise. Enfin, tout était hyper compliqué. Et en fait, ça s'enchaîne. En plus, forcément, j'étais toute seule, parce que son père, lui, il continuait à partir en déplacement. Donc pendant des mois d'affilée, j'étais seule, j'avais pas de famille du tout dans le coin, toute ma famille était en Bretagne. Et en fait, c'était très très dur physiquement, très très dur moralement, mais c'était dur pour moi, mais c'était dur pour mon enfant aussi. Je voyais bien qu'il n'était pas bien, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et moi, en fait, j'avais plus la force non plus. Par moments, en fait, j'étais complètement désabusée. Presque, je me disais, mais pourquoi j'ai fait un enfant? Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Je pensais pas que ça allait être si dur. C'était pas la vie que je voulais. Déjà, pour moi, c'était un échec, cette séparation. Parce que moi, mes parents, ils sont toujours ensemble. Enfin, moi, j'ai vraiment vécu dans cette famille où, voilà, il n'y a pas eu de séparation. On est une famille de 4. Pour moi, la famille, c'est pas se séparer et puis avoir plusieurs personnes dans sa vie. Pour moi, on fait toute sa vie avec la même personne, on a des enfants, on voyage en famille, on fait tout en famille. Et là, pour moi, c'était un échec parce que pour moi, mon fils, il allait pas connaître ce que moi j'ai vécu, en tout cas au niveau de la famille. Donc déjà, il fallait que je vive avec ça. En plus, je me trouvais incapable. Je me disais, mais c'est pas possible, t'arrives pas à gérer ton enfant, t'en as qu'un, il y en a, ils en ont plusieurs, ils y arrivent. Enfin, en tout cas, ils ont l'air d'y arriver. Et tous ces tabous, alors c'était il y a 9 ans et demi, 10 ans, mais en fait, tous ces tabous qu'on ne dit pas. Personne dit, moi, j'en peux plus avec mes gamins, j'y arrive pas. J'entendais pas, moi, ce genre de discours. Donc, en fait, j'avais l'impression que c'était moi le problème. Même dans ton entourage proche, du coup, au niveau de tes amis, par exemple? En fait, j'étais la seule à avoir des enfants dans mes amis. Alors, surtout qu'en plus, moi, je suis partie de la caserne. Donc, en fait, les amis que j'avais, ils étaient à la caserne. Mais c'était aussi les amis de mon ex-conjoint. Donc, en fait, tu t'es plus invité aux apéros. Tu vois, c'est la nouvelle qui est invitée aux apéros. Enfin, c'est que des choses comme ça. Donc, en fait, t'es complètement exclu. Tu te retrouves vraiment seule, en fait. Après, je me suis fait des nouveaux amis, mais ils n'avaient pas d'enfants du tout. C'était pas du tout la même mentalité. Alors, j'avais de temps en temps des amis qui m'aidaient, qui me soulageaient un petit peu, mais Mais tu personne vraiment avec qui échanger sur les difficultés que tu rencontrais? non, non, non. Et même ta maman, du coup, même si elle n'avait pas vécu les mêmes choses? Si, ma mère, elle me soutenait. Alors après, pour les vacances scolaires, elle venait. Donc c'est vrai que c'était un petit peu ma soupape de sécurité. Elle m'aidait beaucoup. Elle m'aidait et en même temps, elle me secouait aussi. C'est bon, arrête de t'apitoyer sur ton sort, tu vois. Ça... Elle me reboostait, elle me disait, mais il n'y a pas de raison. C'est une période, ça va passer, etc. Donc c'est vrai que ça me faisait du bien quand elle venait. Parce que déjà, elle me prenait, mon fils, elle allait le balader, etc. Donc c'est vrai que ça me faisait des petits moments de calme. Et en fait, j'en profitais pour dormir parce que j'étais KO, en fait. Parce que la nuit, il dormait pas non plus, parce qu'il m'a fait une régression de la propreté. Donc en fait, toutes les nuits, je me réveillais, il faisait pipi au lit, enfin, mais des choses, vraiment, c'était un enfer. Et ça a vraiment duré jusqu'à ses 3 ans, comme Ah ça. oui, donc c'était long. Ouais, c'était très long, très très long. En plus, moi, je voulais pas spécialement me remettre en couple parce que j'étais un petit peu écœurée, on va dire, et pas envie de prendre trop de risques non plus. Et jusqu'à ces 3 ans, en fait, jusqu'à ce que je rencontre mon mari. Donc, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis avec mon mari. Et là, c'est une période où il a commencé à changer de comportement, mon fils. Et je pense qu'en fait, il avait besoin d'un équilibre. Et mon mari, c'est ce qu'il a apporté quand il est arrivé. Il y a eu un équilibre. Et en fait, comme il m'a vachement aidée dans le quotidien, en fait, moi, je pense que je me sentais mieux aussi. J'étais plus reposée, j'étais moins stressée. Parce qu'en fait, j'étais stressée tout le temps énervée, parce que forcément, c'est la crise tout le temps. Donc, je pense que c'est un cercle vicieux, en fait, où moi, je lui communiquais des mauvaises ondes, lui, il me communiquait des mauvaises ondes. Et en fait, je sais pas si tu vois, mais toutes les personnes, tu vois, qui te disent oui, il faut faire comme ci avec son enfant, il faut faire comme ça, si tu fais pas comme ci, c'est pas bien, etc. Donc en fait, je me mettais une pression dingue où je me disais, mais non, il faut absolument qu'il prenne sa douche. Il faut pas que je cède. Il va la prendre sa douche même s'il veut pas. Et en fait, mais ça générait des conflits de dingue. Et je sais que si aujourd'hui j'avais eu un deuxième enfant, parce qu'honnêtement, c'est aussi cette période-là qui m'a vaccinée, qui a fait que j'ai pas eu d'autres enfants derrière. C'est parce que déjà j'avais peur d'avoir 2 enfants de 2 pères différents. C'est une peur que j'ai toujours eue et de par aussi le regard des gens dans la société aussi, beaucoup le regard des autres. Et aussi de me dire, un enfant ça coûte cher. Si je veux pouvoir les emmener en voyage, les amener dans des parcs d'attractions, leur faire plaisir, les amener au cinéma, etc., il faut de l'argent en fait. Donc j'en avais déjà pas pour mon fils, pour un. Je me dis, je vais pas
faire un autre enfant et qu'on soit encore plus dans la précarité, c'était pas le but. Pourquoi tu as une crainte? Tu avais une crainte d'avoir 2 enfants de 2 pères différents? Parce qu'en fait, j'ai vraiment vécu cette séparation comme un échec et je me suis dit que, bah, en fait, on pense pouvoir faire sa vie avec quelqu'un, ça se passe bien et en fait, non. Je sais pas, j'avais vraiment cette crainte. Après, à l'époque, je suis plus la même femme que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais pas du tout confiance en moi. Je remettais tout en question, tout ce que je faisais. Je doutais toujours de moi. Je pensais toujours que ce que je faisais, c'était pas assez bien, c'était pas ce qu'il fallait, pas ce qu'on attendait de moi. Ouais, j'avais peur, en fait, déjà de retrouver personne, parce que tout le monde me disait: «Ah ouais, mais maintenant que t'es mère célibataire, il y a personne qui voudra de toi. Il y a aucun mec qui veut s'emmerder avec une femme qui a déjà un gosse. Mais c'est incroyable, alors qu'on dit pas ça aux hommes. On leur dit pas: «Mais toi, tu retrouveras jamais personne», non, non, il y a personne qui dit ça. J'avais vraiment plein de croyances, en fait, plein de fausses croyances, comme quoi, bah, j'étais déjà pas assez bien avant d'avoir un enfant, donc maintenant que j'en ai un et que je suis seule à l'élever, il y a clairement personne qui voudra de moi, quoi. C'est hyper dur ça, hein. Ouais, c'est Donc chaud. les gens étaient pas forcément là pour, t'aider et te soutenir, mais par contre pour ce type, d'injonction, ils étaient là. Mmh, c'est ça. Donc tu as réussi, à te sortir aussi de cette tempête-là. Avec le recul, quelles sont, finalement les fiertés que tu retires de cette expérience? Bah, les fiertés, c'est que je me dis que ça m'a beaucoup, beaucoup appris, bah, déjà en tant que maman. Je me dis qu'en fait, après ce qu'on a traversé moi et mon fils, bah, je me dis que finalement on est quand même assez, costauds parce que c'était vraiment une période très difficile pour nous 2. Ça nous a vachement rapprochés. On a un lien très fusionnel, voilà, on est très, câlins tous les 2. Beaucoup de démonstrations parce qu'en fait, malgré tout ce climat anxiogène, j'ai toujours, dit à mon fils, que je l'aimais, très libre dans ce que je ressentais. Vraiment, je lui ai appris en fait à exprimer ce qu'il ressentait, ses émotions positives, négatives et cetera. Tu les as pas cachées toi, c'est ça Non, que tu veux dire? ouais, Donc ouais, même les difficultés en fait, que tu avais à ce moment-là, tu as pas cherché à mettre un masque, non. tu les as montrées, tu les Mmh. lui as montrées? C'est ça et même il y a des fois, j'étais très fatiguée, mais je pleurais, même, devant mon fils, hein et je me souviens d'une fois, une personne qui m'a dit: «Mais faut surtout jamais faire ça, après tes enfants, ils te respectent plus et cetera». Bah non, en fait, enfin, à un moment donné, je suis un être humain et je suis, un peu le modèle pour mon enfant, donc ça veut dire que si je vais pas bien, que je craque et cetera, ça veut dire que c'est une faiblesse. Enfin, ça veut dire qu'il a pas le droit d'exprimer aussi quand ça va pas, il doit exprimer que quand ça va, en fait, parce que quoi, ça dérange les personnes autour de moi, si je vais pas bien et que je l'exprime? En fait, ça concerne qui? Ça concerne moi, ça concerne eux. Donc en fait, moi j'ai toujours, voulu que mon fils, il puisse ne pas avoir de problème avec ses émotions, en fait et qu'il puisse exprimer et moi c'est vrai que, bah, on se dit: «Je t'aime» tous les jours, on se fait des câlins, on explique quand il y a quelque chose qui nous va pas. C'est en fait, c'est ça aussi, c'est que je me suis aussi rendu compte pendant cette période-là qu'à un moment donné, il y avait plus trop de communication et dès que je me suis aperçue de ça, je l'ai remis, en fait, cette communication et ça lui a permis lui aussi, en fait, de comprendre comment moi je me sentais avec ses mots à lui et vice versa et en fait, ça nous a vachement aidés et c'est pas dire, c'est de l'éducation positive ou c'est du laxisme et cetera. C'est vraiment en fait, sinon, c'est 2 murs qui se parlent, quoi. C'est vraiment comprendre l'autre et comme mon fils, il est comme moi, c'est un émotif, mais en fait, ça l'a vachement aidé et aujourd'hui, il a aucune gêne, aucun problème à exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il pense, que ce soit, bah, désagréable ou agréable, et je pense que du coup, c'est ce qui fait que ça en fait aujourd'hui un bon communicant, en fait. Mmh. Ça, c'est une vraie force, hein. Mmh. C'est pas évident du tout, ça résonne beaucoup pour moi, ce que tu dis là, parce que du coup, c'est un cheminement pour moi qui est pas simple. Mais effectivement, contrairement à il y a quelques années en arrière où du coup, bah, je mettais mon masque et ma tristesse, ou ma colère, je la gardais pour moi. Aujourd'hui, j'accepte plus facilement de montrer, à mes enfants, ben, quand je suis triste, quand ça va pas. Mais c'est pas évident du tout. Et effectivement, j'essaye d'avoir la même démarche que celle que toi tu as eue beaucoup plus naturellement, de dire en fait: «Si moi je leur montre pas, en fait, eux, ils vont jamais s'autoriser» et Mmh. vivre ses émotions, c'est être aussi un être humain à part entière et c'est hyper important. Oui, tout à fait. Mais il y a un sentiment de culpabilité, incapacité. Il y a de ça en tout cas qui se joue, pour moi. J'ai trouvé aussi très difficile, en tant que mère célibataire, de pouvoir s'adapter avec le monde du travail. Parce qu'en fait, je trouve que la société nous dit: faites des enfants». Mais en fait, derrière, il y a personne qui nous pas qui nous aide parce que le but, c'est pas qu'on soit aidé, mais en tout cas, il y a rien qui favorise vraiment
ces situations-là. C'est-à-dire que quand tu termines de travailler à 18h le soir, que ton enfant, l'école ferme à 18h30 et que tu as minimum 30 minutes de route de ton travail à l'école et que tu es seule parce que tu es mère célibataire, que tu n'as pas les moyens, enfin je veux dire quand il te reste 100 balles à la fin du mois pour faire tes courses et mettre de l'essence, le calcul est vite fait. Je peux pas me prendre une nounou en plus. Et en fait, c'était vraiment, c'est pas l'entreprise qui doit s'adapter à vous, c'est à vous de vous adapter à l'entreprise. Ok, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, si j'arrive tous les soirs en retard à l'école, c'est pas possible. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont pas faites pour nous aider déjà en tant que mère dans notre maternité, au travail. Beaucoup de pression aussi. J'ai perdu un CDI quand j'ai annoncé ma grossesse. Je devais avoir un CDI, finalement, un an, on n'a plus de budget CDI. Voilà. Ou alors, peu de CDI qu'il y avait, ils ont tous été pris pendant ce temps-là. Plein de choses comme ça qui font que finalement, on se dit, mais et les hommes en fait? Moi, il y a personne qui a dit à mon ex ah ouais, mais t'es père célibataire, tu pourras plus partir en déplacement. Qui se posait la question? Il y a personne qui se posait la question de dire oui, comment elle va faire? Mais tout le monde s'en fout en fait. Je trouve qu'il y a vraiment là une grosse différence de la considération des hommes et des femmes. Tu penses pas qu'il y a une prise de conscience qui est en train de s'établir? Si, si, je vois la différence entre maintenant et il y a 10 ans. Alors il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais j'ai l'impression que du coup, voilà, le sujet est beaucoup plus mis sur la table. Alors après, bon, voilà, ça manque aussi, pas mal d'actions, concrètes à certains endroits, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience qui s'est un peu plus enclenchée. Il y a une prise de conscience, mais pour moi, c'est la prise de conscience et il y a 1% de passage à l'acte. Là, Mmh. tu vois, depuis que j'ai créé mon entreprise, je voulais aussi le développer auprès des entreprises pour, tu vois, valoriser les femmes enceintes sur leur lieu de travail. Ça fait 10 mois là que j'ai créé mon entreprise. Sur ces 10 mois, pendant 4 mois, j'ai fait de la prospection directe des entreprises pour savoir ce qu'elles proposaient pour valoriser les femmes pendant la maternité, après le retour au travail, etc. Et le peu d'entreprises qui ont accepté de me rencontrer, en tout cas de me parler, j'ai eu des discours assez violents quand même. Oui, déjà que les femmes enceintes, on ne sait jamais quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Après, quand elles vont avoir leur bébé, il va falloir qu'elles s'absentent pour aller chercher à la crèche parce qu'ils ont le nez qui coule. Et en plus, on va pas leur offrir quelque chose. En plus, ça nous coûte trop d'argent, quoi. Enfin, mais des Ah oui, discours. quand même. Ah oui, oui. C'est violent ça. C'est très violent. Et des discours comme ça de DRH. Il y a le mot humain, en fait, dans leur intitulé de poste. On est d'accord. Franchement, c'est choquant. C'est vraiment choquant. Et je l'ai pas eu qu'une seule fois, ce discours. Je l'ai vraiment pas eu qu'une seule fois. D'hommes et de femmes confondus? D'hommes et de femmes confondus. Mmh. C'est ça le pire. C'est ça le pire, je suis d'accord. Ouais, ouais. Oui, on se parle beaucoup de sororité, mais parfois dans les actes, on n'y est pas encore, hein. Pas du tout. Il y a une, question qui me tarote pas mal au niveau de la charge mentale, quand on est, maman solo. Parce que du coup, on parle beaucoup de cette charge mentale qui est, vraiment aussi, très pesante. Comment tu fais, en fait, pour gérer tout ça, pour t'en sortir quand, tu pas de relais, comme tu l'as dit, à la maison? Comment tu fais pour tenir? Et tu survis. Franchement, moi, j'étais vraiment en mode survie. Je sais pas comment je faisais. C'était n'importe quoi chez moi, c'était le bazar. Je faisais mon ménage une fois par semaine, et encore, je faisais vraiment le gros, voilà, pour que ce soit vivable quand même. Mais c'était la course tout le temps, en fait. Au jour le jour, quoi. Franchement, avec des jours où ça allait, des jours où ça allait moins bien. Et je me raccrochais à ça en me disant, aujourd'hui, ça allait mieux, c'était moins pire qu'hier, on va dire. Et puis, il y a des jours où on a envie de se jeter par la fenêtre, quoi. Où j'ai beaucoup culpabilisé aussi, c'est qu'en fait, pendant cette période-là, ça me faisait du bien d'aller le déposer à l'école ou d'aller le déposer au centre aéré le mercredi, parce qu'après, je pouvais pas poser, j'avais que 5 semaines de vacances par an, donc on peut pas suivre le rythme. Mais de se dire, en fait, je suis contente de déposer mon enfant à l'école le matin. Et je suis dans l'angoisse d'aller le récupérer le soir. Et ça, c'est hyper culpabilisant. Mais bon, en même temps, c'est ce que je ressentais. Donc c'est vrai que pendant longtemps, je le disais pas. Et aujourd'hui, je le dis parce que c'était ma réalité, en fait. Ça veut pas dire que j'aimais pas mon enfant, ça veut pas dire que j'aurais pas tout fait pour lui quand même, que j'étais pas aux petits soins pour lui, mais c'est ce que je ressentais, quoi. Et j'étais soulagée, en fait, de me dire, là, j'ai 8 heures devant moi où je vais pas être dans la crise perpétuelle, dans le combat, en fait. Le combat, la course aussi. Ouais, La course au temps. à la course effrénée au temps, ouais, ouais. Et tu vois aussi ce manque d'aide. Je me suis dit, je vais contacter une assistante sociale pour m'aider, pour voir s'il n'y a pas un réseau d'associations, voilà, qui pourrait peut-être, sans trop dépenser, vraiment que ça me coûterait pas grand-chose, récupérer mon enfant à l'école, l'histoire de
15 minutes que je sois pas en train de rouler à 150 sur l'autoroute pour être à l'heure à l'école, quoi. Parce que c'était ça, hein, je roulais à fond la caisse pour pouvoir être à l'heure, sinon jamais j'aurais été à l'heure. Je prenais des risques des fois. Je me disais, mais j'ai un ange gardien, quoi. Sur le travail, des fois, on finit en retard. Enfin, j'étais dans le médical, donc en fait, on peut pas dire, ah ben moi, je finis à la minute, je pars. Des fois, on est retardé. Et j'avais rencontré une assistante sociale, plus j'avais rencontré aussi celle du travail. Et en fait, les deux m'ont dit ça. Ça m'a choqué de l'entendre, parce que je pense que c'est aussi faire des généralités, mais ça m'a choqué de l'entendre. C'est que j'étais française, de nationalité française. Donc en fait, bah, j'aurais rien. Je gagnais trop. Aucune aide. Ouais, aucune aide. J'avais que 90 euros d'APL. Je gagnais 1300 euros net. J'avais 750 euros de loyer, sans parler des charges. J'avais 150 balles de pension alimentaire. C'est pas ça qui faisait, voilà. J'avais la cantine à payer, le mercredi, le centre de loisirs, enfin. Et on me dit, donc, vous avez le droit à rien. Parce que, bah, voilà, il faut s'appeler avec un nom africain ou exotique, je sais pas. Et je me dis, mais déjà, c'est assez généraliste de dire ça, parce que enfin, je trouve que ça se fait pas. Et il y a aussi ce truc de se dire, mais on cotise pourquoi en fait en France? Ça veut dire quoi? Là, en fait, elle m'a dit, bah, vous arrêtez de travailler et en fait, vous aurez la même chose et vous n'aurez pas besoin de faire cette course effrénée tous les jours, etc. Donc ça voulait dire que si j'arrêtais de travailler, j'allais avoir la même somme tous les mois parce que ça serait compensé en aide. Mais je montre quoi en fait à mon enfant? Que en fait, faut être feignant dans la vie, faut pas travailler. Moi, c'est pas du tout mes valeurs. Je me suis vraiment sentie délaissée. En plus, bon, après, j'ai travaillé aussi pas mal à l'hôpital. Et on aide beaucoup à l'hôpital les personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas de sécu, qui n'ont pas. On les aide, on les soigne. Ils payent rien. En fait, ils cotisent pas non plus. Nous, on cotise tous les mois. En fait, dans nos salaires, on paye des impôts. Et en fait, le jour où on en a besoin, eh ben, nous, on n'a pas le droit de faire partie de ces personnes à qui on peut prodiguer des soins sans avoir besoin d'avoir une mutuelle. Enfin, à un moment donné, je me suis posé la question de est-ce que je garde ma mutuelle ou pas? Parce qu'en fait, j'ai plus les moyens de la payer, quoi. Et en même temps, on va pas me soigner et je vais devoir payer des frais immenses si demain il m'arrive un accident que je dois me faire hospitaliser. Je l'ai vu avec des personnes âgées à l'hôpital qui n'avaient pas de mutuelle parce qu'elles n'avaient pas assez de retraite pour se payer une mutuelle et elles ne voulaient pas se faire soigner et hospitaliser parce que du coup, elles ne pourraient pas payer la part mutuelle. Et il n'y avait rien, on ne pouvait même pas faire un dossier d'assistante sociale pour ces personnes-là. Et en fait, ça me choque en France, c'est qu'en fait, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Si on peut payer, il faut payer et c'est normal de payer parce qu'on est un système solidaire. Mais le jour où tout s'écroule autour de nous, où on ne peut plus payer, et ben en fait, si on a pu payer à un moment donné, et ben on nous laisse complètement dans l'oubli et on ne nous aide pas. Parce qu'il y a, un très grand nombre de critères finalement, à remplir pour pouvoir avoir ces aides-là. Ouais, Et si on coche pas en fait tous les critères, bah, malheureusement là, on a le droit à rien. c'est ça, exactement. Donc j'ai quand même décidé de continuer de travailler parce que c'est pas ce que je voulais montrer en fait. Mais même quand ils sont petits, on est leurs exemples. Je trouve bizarre de dire à l'enfant, toi tu dois aller à l'école, travailler toute la journée, maman elle va être à la maison. Je dis pas à rien faire parce que du coup j'aurais fait mon ménage. Je serais à jour dans mes lessives, j'aurais pu faire mes courses, préparer des petits plats. Mais non, en fait, c'était pas ce que je voulais en fait qu'ils voient. Oui, comme tu l'as dit, ça correspondait pas à tes valeurs C'est ça. et Ouais. ça, c'est important finalement, c'est ce qui nous drive aussi, Mm. ces valeurs-là. Ouais, c'est ça. J'aurais encore, plein de questions à te poser, mais on arrive quasiment à la fin de notre échange. Je vais peut-être, terminer avec, 2 questions. La première, c'est, bah, si tu avais un petit ange, tu sais, sur ton épaule, aujourd'hui et que tu pouvais te parler, à ton toi d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, ne te prends pas la tête, ne te mets pas la pression, ne bataille pas. Franchement, s'il avait pas pris sa douche tous les jours, il serait pas tombé malade, il serait pas handicapé, je sais pas, il aurait pas chopé de maladie ou il a juste pas pris sa douche. Ne bataille pas s'il veut pas s'habiller, eh ben c'est pas grave, emmène-le en pyjama à l'école. En fait, je me serais moins pris la tête, vraiment, et j'aurais essayé de plutôt de ces moments de conflit, bah, en faire en fait des moments: «Oh c'est pas grave, viens, on va faire autre chose, on va jouer». Plutôt que d'essayer d'avoir le dernier mot parce qu'on m'avait dit: «Si tu pas le dernier mot, en fait, c'est ton enfant qui va prendre le dessus» et moi j'ai évolué en fait longtemps avec ça et en fait, je me suis complètement trompée. Voilà, moi ce que je me dirais, c'est ça, c'est: «Arrête de te prendre la tête. Il veut pas se laver. Ah bah, tu sais quoi? Peut-être qu'en fait, c'était le moment où il voulait pas se laver et peut-être qu'en détournant son attention, en faisant autre chose, bah, peut-être qu'après il aurait accepté de la prendre sa douche». Donc en fait, c'est vraiment et puis de pas s'auto-flageller en permanence parce qu'en fait, on fait toujours de notre mieux et c'est ce qui compte, quoi.
Et du coup, si, tu devais donner des mots d'encouragement à une maman qui vit cette situation-là, aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais pareil, en fait. Déjà de déculpabiliser, que dans tous les cas, on aime nos enfants, donc on est des bons parents. On fait ce qu'on peut pour eux et en fait, on peut pas faire plus que ce qu'on peut. Enfin, à un moment donné, on est des êtres humains. Lâcher la pression, se lâcher la grappe et aussi être à l'écoute, de son enfant et de soi et de savoir s'autoriser à être imparfait, en fait. Parce que la vie, elle est pas parfaite et notre enfant, il attend pas voilà, il veut juste être dans un cadre sécuritaire avec de l'amour. Voilà, c'est pas grave si, l'heure de la douche, c'est pas la même, voilà, tous les jours ou si laissez-les s'habiller comme ils ont envie, ne leur imposons pas, en fait, des choses qui n'ont pas de sens pour eux, en fait. Ils voient pas les choses comme nous, à cet âge-là. S'enlever cette pression, en fait, qu'on se met et ne pas se comparer, en fait et ne pas faire fi de ce que disent les autres. Si chez eux, ça se passe très bien, on n'est pas chez eux, donc on sait pas si ça se passe très bien chez eux. Voilà, faire de notre mieux et sans se mettre la pression. Eh bah, super, vraiment merci. Je pense que c'est un super message de fin, très inspirant, pour celles qui nous écouteront et merci vraiment d'avoir, accepté de lever le voile finalement sur cette réalité qui résonne fort, chez de nombreuses mamans, mais dont on parle, pas assez. Mmh et tu vois, il y avait je m'étais fait cette réflexion où je me suis dit, en fait, cette période-là, des 1 an et demi à 3 ans, c'est comme si j'avais fait ma dépression postpartum à retardement, en fait. Tu sais, j'étais vraiment dans ce questionnement du rôle de mère. Est-ce que c'est fait pour moi? Mon enfant serait mieux sans moi, ou il serait mieux avec une autre mère? Je suis pas assez bien pour lui. En fait, tous ces questionnements-là que j'ai vus dans ces documentaires du postpartum, quand on était au salon du postpartum au mois de novembre, je me suis dit, mais en fait, moi, ça, je l'ai vécu, mais après. Et je pense, voilà, il faut savoir le dire, en fait. Et c'est de cette expérience-là, finalement, difficile, quand tu en as ressorti, bah, finalement, la création de ton entreprise, aujourd'hui? Oui, en fait, c'est aussi en partie à cause de ça, parce que je trouve qu'en tant que femme, on est sous les feux des projecteurs quand on est enceinte. Et à partir du moment où on accouche, bah, la lumière s'éteint. Elle va uniquement sur bébé. Tout le monde est focus sur bébé. Et finalement, c'est dans cette période-là où nous, on a le plus besoin d'attention qu'on n'en a plus. Mais sauf que ça dure pas 3 mois, en fait. Ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps. Parce que nos enfants, ils nous mettent à l'épreuve, mais parce que ce sont des enfants. Et c'est normal. Mais pendant plusieurs années. En fait, le temps que eux aussi, ils trouvent leur rythme, qu'ils soient propres, qu'ils trouvent leur rythme de sommeil. Enfin, il y a plein de choses, en fait. C'est pas juste les 3 premiers mois, le postpartum, en vrai. Est-ce que tu veux nous partager, du coup, un peu plus ce que tu as créé, toi, du coup, pour aider les mamans? Alors, moi, ce que j'ai créé, c'est rien d'original dans la forme, hein. Ce sont des box, donc pour les futures mamans et les jeunes mamans. Donc en fait, j'ai, les box naissance. Alors je les ai appelées box naissance, ce sont des box à l'unité qu'on peut offrir à une femme pendant sa grossesse, une baby shower, une gender reveal, une annonce de grossesse tout simplement, ou à la naissance. Et en fait, ce sont des coffrets composés de soins pour le corps, le visage et l'intimité, que des soins français dont la composition est ultra clean, sans toxicité pour maman et pour bébé, avec des accessoires aussi pour maman. Et c'est vraiment offrir à une maman finalement bah, de quoi prendre soin d'elle. Ça envoie aussi le message, tu as le droit de prendre du temps pour toi. Et je te reconnais en fait en tant que femme. Je n'offre pas des choses que pour ton bébé. Je reconnais les efforts, bah, le sacrifice aussi que c'est de devenir mère. Enfin, je veux dire, c'est notre corps, on a créé la vie. On ne reconnaît plus notre corps après l'accouchement, on ne se reconnaît plus. On doit apprendre à devenir maman. On n'accouche pas avec la notice. On doit apprendre à connaître notre bébé. Enfin, je veux dire, c'est tout un chamboulement et tout est banalisé. Donc en fait, moi, je veux vraiment valoriser les femmes à travers bah, ces cadeaux et éduquer aussi l'entourage. Bah non, on ne chouchoute pas que le bébé en fait. Le bébé, il n'a pas besoin de grand-chose. Par contre, la maman, elle a vécu quelque chose quand même d'assez exceptionnel, on va dire, dans tous les sens du terme, et elle mérite d'être chouchoutée. Et après, donc j'avais des box mensuelles, pareil, voilà, adaptées au stade de la grossesse, etc., avec des cosmétiques et des accessoires. Et là, ça passe en box donc bimestrielle, donc une box tous les 2 mois, parce que comme ce sont des gros produits, en fait, il y a largement assez pour les utiliser pendant 2 mois. Et avec pas mal de contenu digital aussi pour qu'elles puissent s'informer sur tout type de sujet, sur bah, la sexualité pendant la grossesse et après, sur bah, comment resserrer les liens du couple pendant la grossesse, préparer vraiment son projet d'accouchement et son projet d'allaitement avec le coparent pour que lui aussi il trouve sa place, apprendre à communiquer, etc., créer du lien avec bébé pendant la grossesse, enfin vraiment tous ces sujets qui sont ultra importants, qui vont les accompagner en fait tout au long de la grossesse et du postpartum. Bah, c'est génial. C'est un très beau projet, je te l'avais déjà dit, mais je suis convaincue que vraiment ça peut aider, ça peut faire du bien et on en a terriblement besoin, à ce moment-là.
Donc merci encore, Emeline, merci, pour tout ce que tu nous as partagé, en toute transparence. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Alicia. À bientôt. Merci à Emeline pour sa transparence et sa force. Son témoignage nous rappelle que derrière chaque maman solo, il y a une femme qui tient, qui doute, qui aime, qui construit, souvent dans l'ombre, toujours avec courage. Si cet épisode vous a touché, n'hésitez pas à le partager autour de vous. C'est vraiment comme ça qu'on change les regards, qu'on crée plus de sororité et qu'on redonne aux mères leur juste place. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouveau partage d'expérience. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.